Après le meurtre d'Aboubacar Cissé, la procureure de la République de Nîmes a parlé d'un parcours individuel du tueur, sans revendication idéologique selon elle, un acte isolé. Sauf qu'on observe une série d'agressions visant des musulmans ces dernières années. Depuis 2015, au moins 33 attaques ont ciblé des mosquées et salles de prière. Alors est-ce qu'on peut encore parler d'actes isolés ou est-ce que ça revient pas à nier que l'islamophobie est de plus en plus répandue ? Toute la charge politique de atteindre à la vie de quelqu'un au nom d'une idéologie qui la considère inférieure et la déshumanise, on l'évacue, on le met de côté en disant « Ah, c'est parce que c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa tête ». Et du même titre, on individualise, c'est-à-dire que on va du même coup dire à la personne que c'est un acte isolé, qui ne concerne que cette personne-là. Et là encore, on la sépare, on la détache de l'ensemble de l'idéologie politique, raciste, islamophobe, qui circule largement aujourd'hui dans nos espaces médiatiques et politiques. C'est pour ça que les avocats de la famille d'Aboubacar Cissé, tués de 57 coups de couteau dans une mosquée, ont réclamé que les autorités ouvrent une enquête pour acte de terrorisme. Sauf que 2 mois plus tard, leur demande n'a toujours pas été entendue. Alors on est en droit de se demander, est-ce que la justice n'est pas en partie responsable de la montée de l'islamophobie violente ? En France, c'est le parquet national antiterroriste qui décide quand une attaque est un attentat ou non. Mais ce qu'explique la chercheuse Iman El Fekhi, c'est qu'il a été conçu pour lutter contre une menace en particulier. J'aurais plus été surprise du contraire s'il avait retenu cette qualification, parce que les dispositifs actuels donc de lutte contre la radicalisation, comme on les appelle aujourd'hui, et plus largement de lutte antiterroriste, sont construits pour s'occuper, neutraliser cet ennemi intérieur qui est largement musulman, qui est associé à la délinquance, qui est associé à l'immigration dans de très nombreuses situations. Une première expertise psychiatrique dit que le meurtrier présumé d'Aboubacar était atteint d'un trouble psychotique ayant aboli son discernement. Si c'est confirmé, ça signifie qu'il pourrait ne pas être jugé responsable de ses actes. D'ailleurs, c'est loin d'être le seul cas de ce genre. On pense au tueur de la rue d'Anguin, un sympathisant d'extrême droite selon le journal Marianne, qui planifiait une fusillade contre une mosquée. Il s'en prendra finalement à un centre culturel kurde à Paris en 2022 et tuera 3 personnes. Là encore, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire, notamment en raison d'une potentielle altération du discernement. Ce qui a été vivement contesté par la communauté kurde et certains observateurs qui y voyaient un acte terroriste visant une communauté spécifique. Autre exemple, il n'y a pas eu d'attentat à Bayonne. Lorsque Claude Cinquet décide d'incendier une mosquée en octobre 2019, il n'est pas considéré comme terroriste. Lorsqu'il dit avoir voulu venger la destruction de Notre-Dame provoquée selon lui par des membres de la communauté musulmane, c'est juste un coup de folie. Résultat, des actes réfléchis et minutieusement préparés sont traités comme des faits divers. A l'inverse, les troubles mentaux n'ont pas empêché les autorités de qualifier des crimes commis par des musulmans de terroristes, comme le montre un rapport de Xavier Crétier et Romain XVI. Il montre que dans ces 350 personnes, plus de 8% a en effet un diagnostic établi, donc très clair. Donc ça veut dire que dans les groupes de violences politiques liées à l'islam, on retrouve au moins une trentaine de personnes ayant des diagnostics de problèmes de santé mentale et qui pour autant n'ont pas empêché ni la qualification judiciaire de terroriste, ni pour autant leur parcours dans le système pénal classique et donc de reconnaître leur responsabilité dans l'acte qu'ils ont posé. On remarque aussi que lorsqu'il s'agit de personnes musulmanes, on va souvent surpolitiser leurs actes, même les plus banals. On va automatiquement lui attribuer une charge politique extrêmement forte avant même qu'il y ait la moindre forme d'enquête. Cette politisation en fait de l'acte, il va même au-delà de la violence puisqu'il est aussi attribué à des actes du quotidien comme un choix vestimentaire, comme un choix alimentaire, jusqu'à les publics les plus en théorie ceux qu'on est censé protéger, c'est-à-dire les enfants, les mineurs, puisqu'aujourd'hui on voit que même le port d'un vêtement comme la abaya par exemple à l'entrée de l'école peut constituer un acte politique de la part d'une jeune fille de 13 ans. Pourtant, les personnes revendiquant l'usage de la violence au nom de l'islam n'ont pas inventé le terrorisme. Et elles n'ont pas non plus représenté la seule menace des 50 dernières années. De base, et je vais peut-être vous surprendre, mais le concept de terrorisme, c'est 100% made in France. C'est la Révolution française même qui invente le terme. Les premiers terroristes naissent pendant la dite terreur. En fait, ce sont des députés envoyés en province pour réprimer les royalistes. Ça passait par des exécutions publiques, d'où le lexique de la peur. Le commissaire général de la police nationale, Jean-François Guéraud, et David Sénat, un magistrat, soulignent que le terrorisme naît donc en haut, au cœur même de l'État. Depuis, la compréhension a évolué. On utilise le terme pour parler de groupes ou d'acteurs en dehors de l'État pour condamner leur recours à la violence. Mais quels groupes et quels acteurs exactement ?
Que ce soit aux Nations Unies ou à la Cour pénale internationale, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur une définition précise et acceptée par tous. On a observé des actes qualifiés d'attentats venant de groupes très différents. Ceux se revendiquant de l'islam, ceux d'extrême gauche comme Action Directe, ceux d'extrême droite, y compris des néo-nazis, ou encore des commandos basques et des indépendantistes bretons par exemple. Mais c'est seulement à la suite des attaques de 2015 et 2016, revendiquées par des groupes armés se réclamant de l'islam et qui ont fait plus de 200 morts, que les autorités ont décidé de mettre en place un organe spécifique. Le parquet national antiterroriste, ou le PNAT, a été créé en 2019. L'idée, c'était d'éviter ce que les services avaient tous constaté en 2015. C'était l'absence de communication entre les services, où les gens parfois avaient les informations, mais comme ils ne discutaient pas ensemble, il n'y avait pas de réflexion d'ensemble. Donc l'objectif, c'est vraiment de centraliser tout ce qui est lutte contre le terrorisme avec des gens qui connaissent uniquement cette matière-là. Et pour que l'affaire soit traitée comme relevant du terrorisme, les magistrats du PNAT doivent estimer que l'auteur avait l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il va d'abord entraîner un régime légal spécifique avec une procédure qui condamne plus vite et plus facilement et donne des peines plus lourdes. Et bien sûr, le crime va être traité différemment par les médias et dans la sphère politique. Des chercheurs au CNRS ont publié une étude sur l'attentat comme objet de discours. Pour eux, parler d'attentat, c'est une façon pour une société de surressentir l'événement, une injonction à se sentir concerné par ce qui se passe. On va avoir une multiplication des cérémonies républicaines en hommage aux victimes, comme la minute de silence. Mais ce que ça révèle automatiquement, selon ces chercheurs, c'est qu'on est plus ou moins enclin à se sentir concerné par le sort des victimes. Comme quand la présidente de l'Assemblée nationale refuse dans un premier temps d'observer une minute de silence pour Aboubacar Cissé. On ne le comprend pas. On est révolté, on est indigné. Ça n'enlève en rien notre incompréhension et notre colère du fait même de penser à refuser et de le dire. Oui, parce que dans leur rapport, ces chercheurs expliquent que les discours pleins d'émotions venant des politiques et des médias dominants sont la règle après ces attaques. À défaut, l'absence d'hommage, c'est une façon de dire « ce crime ne nous concerne pas plus que les autres, en touchant telle personne, il n'a pas porté atteinte à la nation entière ». Le problème est là. Refuser le terme terrorisme sous-entend que l'islamophobie n'est pas une idéologie causant un trouble grave à l'ordre public. Ça causerait un trouble moyen à l'ordre public, ou peut-être pas de trouble du tout. Or, pour que les musulmans ne soient plus pris pour cible, il faudrait peut-être changer ça. Et justement, seulement quelques semaines après le meurtre d'Aboubacar Cissé, le PNAT s'est saisi pour la première fois, en 6 ans d'existence, d'un meurtre raciste d'extrême droite. Il enquête désormais sur l'assassinat d'Hichem Miraoui, un Tunisien tué de 5 balles par l'un de ses voisins dans le Var. Le tireur avait publié, avant et après son passage à l'acte, des vidéos racistes sur les réseaux sociaux. Il y a une prise en compte, peut-être un réveil face à la réalité de ce qu'est le racisme anti-musulman, l'islamophobie en France. Peut-être qu'il y avait une difficulté à comprendre que les musulmans sont aussi des victimes du terrorisme. Aujourd'hui, nous avons, force est de constater, une prise de conscience par la multiplication des drames. En un mois, il y a même pas 4 semaines entre l'assassinat d'Aboubacar Cissé, je vous l'ai dit, la tentative d'incendie dans une mosquée, des dégradations dans des lieux de culte et la mort d'Hichem Miraoui. En 4 semaines, on est dans une séquence dramatique. On n'a pas d'autres moyens actuellement pour faire reconnaître la gravité et le caractère politique de ces crimes. La qualification seule ne signifie pas nécessairement que le PNAT va traiter cette affaire comme les autres crimes terroristes, comme l'explique l'avocat de la famille d'Hichem Miraoui. Tout récemment, en juin 2025, le procès de 16 membres du groupe d'ultra-droite Action des forces opérationnelles qui planifiaient de tuer des imams et d'empoisonner des fidèles s'est ouvert. Là, vous avez le PNAT, le parquet national antiterroriste, bien qu'il ait été saisi, qui décide en toute opportunité, en fait, par pur choix politique, de ne pas renvoyer ces individus-là devant une cour d'assises antiterroriste, mais uniquement devant un tribunal correctionnel. On ne renvoie pas ces individus dangereux qui avaient des projets établis avec des armes devant une cour d'assises antiterroriste. C'est clairement pour minorer les peines, puisque devant un tribunal correctionnel, le maximum qui est encouru, c'est 10 ans. Selon Emmanuel Fekki, le PNAT et les politiques de prévention et de répression du terrorisme de façon générale sont à repenser parce qu'ils font eux-mêmes partie du problème, selon la chercheuse. Ces dispositifs ont intégré, et ça s'est renforcé sur notamment les 10 dernières années, mais bien au-delà, ont tellement essentialisé la figure de l'ennemi musulman, tellement racialisé en fait leur compréhension de la dangerosité, de la menace à la République, etc., qu'à mon sens, on aurait bien plus intérêt à démanteler ces dispositifs et à travailler ensemble pour penser une justice bien plus équitable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?